Je n'ai rien à faire dans ce monde. Depuis que je suis née, j'ai que des problèmes. J'ai été violée, maltraitée. J'étais en foyer. On a abusé de moi. En fait, j'ai fait trop de trucs dans ma vie. Je suis allée trop loin dans ma vie. J'ai fait beaucoup de trucs, en fait. Je fais quoi dans ce monde? Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je suis là, en fait, pour souffrir, en fait? Pourquoi je suis là, en fait, pour souffrir, en fait? En fait, pourquoi est-ce que ma mère m'a mis dans ce monde pour que je souffre? J'ai demandé quoi? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Mylène Christa, j'ai 30 ans. Hum, je... Cette vidéo, en fait, mon témoignage a pour but, en fait, de montrer que tout est possible. Tout est possible, en fait, avec Dieu. Parce que quand je vois de là où il m'a sorti et de là où je suis maintenant, je me dis waouh, c'était inespéré pour moi. Mon témoignage risque d'être un petit peu long, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Mais il y a des détails importants dont je dois parler. Parce que je pense qu'à travers ma vie, il y a énormément de personnes qui peuvent se retrouver et qui doivent savoir et connaître que tout est possible avec Jésus. Cela fait exactement 2 ans que j'ai donné ma vie à Christ et très franchement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mm. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est réel, c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée. Hmm, J'ai essayé de prendre des notes pour structurer en fait mon témoignage pour que vous puissiez comprendre parce qu'il est un petit peu long et j'ai pas envie de. Il y a des éléments que je n'aimerais pas oublier, pardon. Euh, j'ai envie de partager en fait ce que Dieu a fait pour moi et je vais commencer par parler de mon enfance. Mon témoignage n'a pas pour but en fait de d'amasser de la pitié. Non, j'en ai pas besoin parce que Jésus m'a guéri de tout ce que j'ai vécu. Mais c'est vraiment pour vous montrer que peu importe dans la situation que vous êtes, Jésus est là. Pour commencer par mon enfance, je suis née dans une famille de 2 enfants, dont je suis la grande sœur. J'ai un petit frère. Je suis née au Cameroun. J'ai eu une enfance très complexe, très bizarre. Euh, bon, pour mon environnement, j'ai grandi dans une famille religieuse, de religion, bon, christianisme, voilà. Mon père était docteur et à côté de ça, il était ancien d'église, il était chantre, voilà. Et ma mère avait aussi reçu Christ. Bon, avec la connaissance que j'ai maintenant, par la grâce de Dieu, je dirais que j'ai grandi dans une famille religieuse, voilà. Et j'ai reçu une bonne éducation, voilà. Du moins, je savais ce qui était bien et pas bien. Mais malheureusement, en fait, dès mon enfance, il y a des événements qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont brisé. Il faut savoir qu'en fait, mon père, il avait une renommée en fait en tant que médecin dans le quartier où je vivais à Yaoundé, parce que je suis né à Yaoundé et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 5 ans, je pense. Euh, il avait beaucoup de gens autour de lui, il y avait beaucoup de malades chez moi. Il travaillait avec je dirais des assistants, beaucoup de personnes autour de lui. Et je le voyais très peu. Je le voyais très peu aussi parce que il faisait que voyager pour ses malades, pour chercher ses traitements, tout ça, parce que il soignait en fait à base de plantes naturelles. Donc il était très sollicité. Et puis ma mère, elle était plus jeune que lui parce que mes parents, ils ont 19 ans d'écart. Ben, ma mère, elle était, je n'ai pas trop de souvenirs, mais je crois que oui, elle s'occupait de mon père, elle s'occupait de la maison. Et puis voilà, elle faisait sa vie aussi. Parmi les événements qui m'ont marqué, c'est que dans la maison familiale où je vivais quand j'étais petite, il y avait mon cousin. Il y avait mon cousin et des travailleurs de mon père. Et à chaque fois que ma nounou, en fait, elle me mettait à la sieste, en fait, j'avais ce cousin-là, du côté paternel, qui venait mettre, en fait, son anatomie entre mes jambes, enfin, entre mes cuisses. Donc, c'est-à-dire que je faisais ma sieste
Et ce qui me réveillait, c'était l'anatomie d'un homme, d'un homme adulte, parce que là, à l'époque, je pense que j'avais 3 ans, d'un homme adulte qui me frottait, en fait. J'étais terrifiée, j'avais peur, et il m'est même arrivé, en fait, quand on me mettait à la sieste, je me cachais en dessous du lit parce que je savais qu'il allait venir. Un jour, j'étais à la sieste, je me suis cachée en dessous du lit dès qu'on m'a mis, et j'ai senti, en fait, cet homme venir me chercher. Il disait: Mylène, où es-tu? Mylène, où es-tu? Et je me cachais. En fait, là, ce que j'étais en train de subir, en fait, à chaque fois avec cette personne, c'était un viol. J'ai commencé à me faire violer à 3 ans par cet homme. Ça ne s'est pas arrêté là parce qu'il y avait un des travailleurs de mon père. À chaque fois qu'il prenait sa douche, il me tirait avec lui dans la salle de bain et il me, il me forçait en fait à mettre son anatomie masculine dans ma bouche. Ça, j'avais aussi entre 3 et 4 ans. Donc j'étais obligée de subir ça. Je pleurais, que ça s'arrête. Je vomissais, mais il continuait. Euh, des fois aussi, j'ai le souvenir que ma mère, elle nous laissait des fois chez des personnes qu'elle connaissait, des amis proches de la famille. Là-bas, il y avait toujours quelqu'un qui allait me faire des attouchements sexuels, qui allait me violer. Ou même, j'ai même le souvenir qu'elle m'avait laissé chez une amie à elle. Et puis là-bas, chez cette amie, il y avait une fille que cette amie connaissait. Bah, cette femme aussi, elle m'avait violée. En fait, je dirais qu'entre 3 ans et 5 ans, j'ai, quand je compte, je me suis fait violer plus d'une dizaine de fois par des hommes, par une femme. Et en fait, on m'a retiré toute mon innocence alors que je n'étais qu'un enfant. Je vous raconte ça parce que ça fait partie des éléments qui ont brisé ma vie avant Christ. Ensuite, d'autres événements qui m'ont marqué, c'était violence familiale. J'ai euh, j'ai eu le souvenir en fait d'avoir mon père qui criait sur ma mère, qui lui a même mis des coups. Mhm. Je voyais ma mère être ruée de coups. Voilà, je voyais mon petit frère pleurer. Parce qu'à cette époque, en fait, mon père avait avec deux sœurs, voilà, deux de mes tantes qui semaient la zizanie en fait dans son couple en fait. Donc, je voyais ma mère malheureuse en fait et se prendre des coups. Ensuite, un autre événement qui m'a marqué durant mon enfance, quand je vivais à Yaoundé, c'est un jour en fait, il y a une période de 4 mois, mon père était parti en fait travailler dans une autre ville et ma mère en fait elle devait finaliser ses études d'infirmière et mon père a refusé en fait que ma mère parte avec nous. Du coup, ils nous ont laissé avec une nounou. Vivre avec cette nounou était un calvaire. Tout l'argent que mon père et ma mère lui laissaient pour s'occuper de nous, elle ne s'occupait pas de nous. Euh, on était frappés, on était maltraités, on mangeait pas, elle nous lavait pas. C'était un vrai calvaire. Quand elle cuisinait, en fait, elle nous disait de ne pas toucher la marmite. Et un des souvenirs qui me fait mal jusqu'à aujourd'hui, c'est que mon petit frère, je crois qu'il devait avoir 2 ans. euh, je le voyais assis sur le canapé en train de pleurer, pleurer, pleurer. Et je lui disais, mais qu'est-ce que t'as? Et tout ça. Il me disait qu'il avait faim. Et ce que je faisais, c'est que je partais à l'école. Et quand je rentrais, il y avait une amie de ma mère qui vendait au marché. Elle vendait du tapioca pour les Africains qui connaissent. Et je l'aidais en fait au marché. Et elle me donnait du tapioca, pardon. Je rentrais en fait avec ça à la maison. Et je faisais ça et je donnais à mon frère, il mangeait. Euh, cette situation, elle me faisait très mal. Ça fait que au bout en fait au bout de la rue où je vivais, cette dame qui nous gardait en fait avait un ami qui vendait du pain et du chocolat. Un jour, j'étais allée là-bas. Il avait posé de l'argent sur son comptoir. J'avais volé cet argent dans le but d'aller acheter de la nourriture.
pour rentrer pour pouvoir manger avec mon frère parce que mon frère faisait que me dire qu'il avait faim. Donc il s'est rendu compte que j'avais volé et il avait appelé en fait cette femme qui nous gardait et, euh, et j'ai été torturée. Voilà, j'ai été torturée, j'ai été grondée, tapée, insultée. Elle avait un, elle avait un ami en fait qui travaillait à l'école de police de Yaoundé et elle m'a amené là-bas. Elle m'a fait des menaces que oui, comme j'ai volé, elle va me jeter en prison. Elle m'a fait visiter en fait une cellule pour me faire croire que j'allais être jeté dedans. J'avais été traumatisé ce jour-là. J'étais rentré traumatisé. Et puis voilà, la vie a continué. Et au bout de 4 mois, quand ma mère elle est revenue nous voir, elle s'est rendue compte que moi et mon frère, on n'était pas lavés, qu'on avait le corps rempli de gales, euh, des taches parce qu'on ne se lavait pas, elle ne nous lavait pas. Enfin, on était vraiment dans des très très mauvais états. Elle a, elle a pété un câble et puis elle a arrêté tout ça, elle nous a pris. Elle a chassé cette femme et voilà. C'est un épisode de ma vie qui m'a vraiment traumatisé. Ensuite, pour finir en beauté, mon enfance, j'ai perdu mon père d'une manière très mystérieuse. Il est rentré, je crois que c'était à l'âge de 5 ans, oui. Il est rentré dans un de ses voyages de travail en mauvais état. Il est rentré à l'hôpital. Ça a duré peut-être que quelques jours. Et on a annoncé sa mort. Donc, à 5 ans, je perdais mon père. Ma mère, elle était encore jeune. Je pense elle avait moins de 30 ans, avec 2 enfants. Ce qui est malheureux, c'est que on s'est livré, on était livré à nous-mêmes. Parce que malheureusement, des membres de la famille de mon père ont persécuté ma mère. J'ai le souvenir que certaines sœurs de mon père, en fait, qui persécutaient ma mère, en fait, prévoyaient même de la tuer. Oui, ma mère, elle avait très peur pour sa vie. Elle a vécu un calvaire après la mort de mon père. J'ai le souvenir de l'avoir vue toujours malheureuse, toujours avec la peur. Elle essayait de se battre toute seule, mais elle avait beaucoup de mal et elle avait peur pour sa vie en fait. Et comme nous étions français de nationalité par mon père, parce qu'il était français, du jour au lendemain, elle a pris la décision qu'on parte en France. Donc, on arriva en France, en fait, mon frère et moi et ma mère, très brusquement. Moi, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé parce que du jour au lendemain, bah, j'ai perdu mon environnement, j'ai perdu mes amis de l'école. Donc, c'était très, très brusque. Et là, en fait, je pense peut-être à l'âge de 6 ans, ouais, 6 ans, bah, on a atterri ici en France, comme je disais. Ma mère nous a inscrits à l'école. Euh, Par la grâce de Dieu, vraiment, j'ai j'ai manqué de rien durant mon enfance parce que ma mère, elle s'est beaucoup privée. Elle s'est privée de tout. Elle a mis sa vie de côté, en fait, pour nous élever, mon frère et moi. J'ai jamais manqué de manger, j'ai jamais manqué de toit, j'ai jamais manqué de vêtements. Elle se privait vraiment de tout, en fait, pour que nous soyons bien. Et c'est rare, en fait. C'est pas comme une maman qui va se priver de tout pour ses enfants. Ah, c'est pas du tout un acquis, croyez-moi. Ensuite, bah là, je grandissais et puis je pense peut-être à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros déclic. J'ai eu un gros déclic parce que je me suis rappelé en fait de tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite. Et je me suis rendu compte que toutes ces fois, en fait, là où il y avait ces hommes proches de ma famille qui m'obligeaient à faire des trucs avec eux dans la douche,
ou alors qui me frottaient, essayant de me pénétrer quand je dormais, ou tout ce qu'ils ont fait, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais été violée toute mon enfance. J'ai pris conscience que j'avais été violée, j'avais été maltraitée. J'ai pris conscience que qu'on avait été abandonné en fait par ma famille paternelle, et toutes ces choses en fait, en grandissant, quand j'étais à la préadolescence, adolescence, ça a été très compliqué. J'ai commencé à avoir le cœur rempli de haine. J'étais très très en colère. J'étais là, mais j'étais qu'un enfant, j'ai rien fait à personne. Pourquoi j'ai subi tout ça? Pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi on était abandonné? Pourquoi ma mère elle a souffert autant? Pourquoi je me retrouve en France? Pourquoi? En fait, tout ça en fait ça m'a fait péter un câble dans ma tête pendant mon adolescence, et j'ai commencé à être insupportable. J'ai commencé à être très violente à l'école. J'ai commencé à avoir des crises de nerfs. J'ai commencé à être insupportable à la maison. J'ai commencé à en vouloir à ma mère. Je disais à ma mère, oui, regarde, quand on était au Cameroun, t'es parti, papa et toi, vous nous avez abandonnés, on était maltraités. Regarde, j'ai pas été protégée. On m'a fait ci, on m'a fait ça. J'en voulais à ma mère. Je disais, oui, t'as été une mauvaise mère et tout ça. J'étais livrée à moi-même, j'étais brisée. En fait, je suis pas émue parce que. En fait, je pleure pas parce que. Je pleure pas parce que je suis encore affectée par tout ça. Mais je pleure parce que la manière dont je me sentais à cette époque, je me dis vraiment, si je suis là, devant cette caméra, c'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, je vais continuer. Donc, je disais, j'ai eu, euh, j'ai eu une adolescence compliquée, j'étais très très compliquée. J'avais fait une fugue, une grosse fugue de 2 semaines. Euh, Parce qu'à l'époque, je parlais avec un jeune garçon qui me plaisait, et puis chez moi, je supportais pas être chez moi, je supportais pas voir ma mère, je pensais à tout ce qui m'était arrivé, ça me détruisait de l'intérieur. Et j'aimais bien ce garçon, du coup, bah, j'ai fugué pour aller le rejoindre. Hum, Et quand j'étais parti, en fait, bah, bien sûr, c'est une fugue, j'ai dit à personne, donc on m'a cherché de partout. Et moi, j'étais avec ce garçon, j'étais bien parce que, enfin, je me sentais bien à l'époque parce que ça me faisait m'éloigner en fait de tout ce que j'avais vécu en fait, on va dire. Et ensuite, bon, il y a eu beaucoup de choses que je vais pas rentrer dans les détails, mais ensuite, on m'a retrouvé. Voilà, ma mère m'a retrouvé. Je suis rentré chez elle. Et comme c'était invivable, en fait, la vie avec elle, d'un accord commun, bah, j'étais placé en foyer. Je rentre en foyer, enfin, à l'époque, on appelait ça la DAS. Je rentre en foyer à l'âge de 15 ans, et je me retrouve en fait avec des adolescents comme moi qui ont été maltraités, abandonnés par leur famille ou adoptés, ça s'est mal passé. Je rentre un peu dans un milieu que je connais pas, du coup. Je trouvais ces jeunes très bizarres parce que je voyais beaucoup étaient dans l'alcool, la drogue, ne partaient même pas à l'école. Et il y avait même des jeunes filles
qui se prostituaient déjà. Donc moi, c'était des choses qui me choquaient. Bon, moi, j'étais là au milieu de tout ça. J'essayais de suivre les règles qu'on me donnait au foyer, mais bon, je fuguais toujours quand même. J'allais à l'école, bien sûr. Mais c'était compliqué. J'avais toujours mes grosses crises de colère. Plusieurs fois, je me mettais à frapper les éducateurs. J'avais des grosses crises d'angoisse, de haine. C'est la police qui venait me calmer. On me mettait à l'isolement. En fait, j'étais très, très agressive. Malgré tout ça, en fait, ben, je manquais toujours de rien parce que ma mère continuait en fait à prendre soin de moi, enfin soin de moi financièrement. Donc quand j'avais besoin de quelque chose, les éducateurs appelaient ma mère et elle appliquait. Mais je refusais de lui parler, je refusais de la voir. En fait, pour moi, elle m'abandonnait en fait encore une seconde fois. Donc je vois pas pourquoi à l'époque, je ne voyais pas pourquoi j'allais parler avec elle. Et ce qui s'est passé après, c'était très très compliqué. Je souffrais de dépression. J'avais, euh, j'avais beaucoup de crises d'angoisse. euh, J'avais des pensées suicidaires. Euh, je voulais mourir en fait. Je comprenais pas ce que je faisais sur Terre. Ça, c'était entre l'âge de, bon, à partir de l'âge de 15 ans, on va dire, jusqu'à 20 ans, en fait. Il s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai jamais été bien, en fait. J'ai jamais été bien. J'ai jamais senti bien. Ensuite, plus je prenais de l'âge, plus j'ai avancé. euh, Bah, me déplacer en fait de foyer parce qu'au début j'étais dans le foyer des adolescents, puis après j'allais dans le foyer des jeunes adultes, puis après on m'a donné mon appartement seul. Je crois qu'à l'âge de 17 ans, vu que ça se passait très bien à l'école, etc., et que j'étais assez indépendante, on m'a donné un logement toute seule, avec surveillance bien sûr, mais toute seule. Je crois que j'avais 17 ans. Les éducateurs passaient me voir régulièrement. Et ce qui s'est passé là, c'est que j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations. J'avais rencontré une fille en fait qui était dans mon école à l'époque et qui est aussi en foyer. C'est bizarre parce que cette fille-là en fait, ma mère l'a jamais supportée. Ma mère l'a jamais supportée et même elle avait déjà une réputation compliquée en fait à l'époque. Et beaucoup de personnes me disaient mais toi et elle vous n'êtes pas pareil. Pourquoi tu restes avec elle tout ça etc. Je lui disais bah moi je la trouve gentille, gentille avec moi, voilà quoi. Mais vous allez comprendre que c'est une très très mauvaise fréquentation que j'ai eue. Une très très mauvaise fréquentation parce que c'est de là en fait que tout a dégringolé encore plus que ça ne l'était. Ce qui se passe à cette époque, c'est que bah forcément, euh, cette fille-là elle est déjà très active dans la vie, c'est-à-dire elle a déjà des copains, des copines, elle sort en boîte, elle a déjà une réputation, voilà, elle couche déjà avec des hommes, etc. Enfin, je veux dire, moi j'avais mes petits délires d'almourette, mais j'allais pas plus loin que ça, quoi. Du moins jusqu'à là-bas. Donc vraiment, c'est à partir de cette copine-là que j'avais à l'époque que je rentre dans tout ça. C'est-à-dire que, bah, pour commencer, elle me présente quelqu'un, elle me présente un homme beaucoup plus âgé que moi. Euh, je pense qu'il avait 10 ans de plus que moi. Et c'est là que bah, je rencontre cet homme. Je commence à avoir des rapports avec cet homme. Et puis, elle me fait rentrer aussi dans le milieu de la nuit. Je commence à sortir en boîte. Je commence à boire. Je commence à être dans cette vie-là, quoi. Voilà. Puis, je commence à fumer des pétards. Euh, et, euh, et voilà. Et là, à cette époque, je vis quelque chose d'assez traumatisant qui, euh, qui est qu'avec ce copain-là que ma copine m'avait présenté, je, je me retrouve enceinte en fait. Je me rends compte qu'un jour je suis enceinte et c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que au début, ce garçon-là, il fait genre, ah ben non, je pense pas que ça vienne de moi, etc. J'étais là genre,
il est sérieux? Et je me rappelle avoir eu une crise de colère, je l'ai violemment insulté. Je l'ai violemment insulté, après il s'était ressaisi, mais sauf que moi, mon choix était fait. De toute façon, j'avais une vie trop compliquée, j'étais pas bien dans ma tête. Là, j'allais entrer dans l'année de terminale pour passer mon bac. Je pouvais pas avoir un enfant. Je m'imaginais, mais qu'est-ce que ma mère va penser? Je suis enceinte alors que je suis encore mineure. Enfin, je veux dire, j'avais même pas encore 18 ans. Je pensais à ce que les gens allaient penser de moi. Et puis, je me rappelle aussi, en fait, le truc, c'est que j'ai grandi, en fait, ma mère, elle était croyante, du coup, elle nous a toujours traîné, en fait, de force dans les églises. Du coup, je pensais à ce que les gens de l'église allaient penser de moi. J'ai eu mon rendez-vous, j'ai avorté à l'hôpital. Euh, Ma copine a été venue me chercher, et puis ce garçon-là en question, il n'était même pas venu me chercher. Il s'était même pas soucié de si ça s'était bien passé ou pas. Bon, il s'en foutait. Ça m'a blessé. Ça m'a blessé, mais j'ai continué ma vie. J'ai continué à aller à l'école. C'était très compliqué. J'étais traumatisée d'avoir fait cet avortement. Pour moi, j'avais l'impression en fait, enfin, d'avoir tué un humain. J'étais très mal. Cet épisode d'avortement, je l'ai mal vécu. Ça m'a traumatisé pendant 5 ans. Mm. Enfin, je dis même 5 ans. Non, non, jusqu'à ce que je donne ma vie à Christ, en fait, ça me traumatisait. Ensuite, cet épisode d'IVG que j'avais fait, bah, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Euh, Bien sûr, je ne l'avais pas dit à mes proches que j'étais enceinte et que j'avais avorté, ni même à ma mère. Parce qu'entre-temps, des fois, on renouait un peu le contact avec ma mère, mais c'était toujours très très compliqué. On n'avait pas du tout de relation, elle et moi. Et je vivais toujours pas chez elle, de toute façon. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que à cette époque, je décide de quitter la ville là où je vivais pour déménager sur Lyon, pour être en colocation avec ma copine de l'époque. Du coup, cette copine-là, en fait, c'était un peu la déchéance. C'était la déchéance parce que quand on arrive sur Lyon, en fait, elle commence à m'amener dans des soirées aussi sur Lyon, euh, là où elle fréquente des hommes beaucoup, beaucoup plus âgés, vraiment beaucoup plus âgés que nous. Je veux dire, à l'époque, on avait 18-19 ans et les hommes, là, on dirait qu'ils avaient peut-être 40 ans. Donc, pour moi, je me dis, ah, ok, d'accord. Et elle m'invite à ces soirées-là. Bah, je vois ces hommes qui parlent avec moi, qui m'apprécient. Et elle commence à faire des crises de jalousie un petit peu. Mais je la calcule pas trop. J'essaie juste de la rassurer pour dire, bah non, moi, ils m'intéressent pas, ils sont trop âgés pour moi, donc t'inquiète pas, etc. Et voilà, ça passait. Mais ce qui est bizarre, c'est que à cette époque que je traînais avec cette fille, j'avais perdu tout le monde autour de moi. Même ma mère, avec qui j'avais eu des fois, je parlais un petit peu, le contact était totalement rompu. Je ne sais pas comment cette fille s'était débrouillée, mais elle a fait en sorte par des histoires et tout plein d'histoires que, en fait, toute personne qui soit autour de moi, je m'en éloigne, je perds toutes mes copines d'enfance et qu'il n'y ait que elle. Donc ça veut dire qu'en fait, dans ma vie, en fait, il n'y avait que elle. En fait, si j'avais besoin de quelque chose, c'était que elle. En fait, on était que tous les deux, en fait. Et ça fait que toutes les deux, en fait, on a commencé à faire n'importe quoi. Bah, je la suivais dans les soirées, du coup, moi-même, j'y allais. Euh, je veux dire, on était toujours en boîte de nuit, dans l'alcool, on fumait énormément. Je me rappelle, à cette époque, je fumais entre 12 et 15 pétards par jour. J'étais dans les fêtes, j'invitais les gens, les garçons chez moi. Euh, je... En fait, c'était que ça, en fait, notre vie à cette époque-là. Et là, pareil, à cette époque-là, je commence à rentrer dans le milieu de la photo. Euh, je commence à faire des photos, rien de bien méchant, au début, rien de bien méchant du moins, juste des robes jolies, un petit peu sexy, mais pas méchant, voilà. Je commence à faire des photos parce que je me sentais bien dedans à cette époque.
Comme j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais une personne très très dépressive. En fait, moi, je pensais que le fait de faire ces photos ou même sortir en boîte de nuit ou boire ou fumer, bah moi, je pensais que ça me faisait du bien. Du moins, j'avais l'impression que ça me soulageait au moment présent, mais en fait, après, il y avait rien. Je me sentais toujours aussi mal, toujours aussi dépressif. Et il s'est passé beaucoup de choses à cette période-là. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai commencé à faire comme cette copine-là. J'ai commencé en fait à fréquenter en fait des hommes beaucoup plus âgés que moi. C'est-à-dire que j'avais 19 ans et j'avais la facilité en fait de commencer à fréquenter un homme de 45 ans. Ça me dérangeait pas. Voilà. Euh, et elle, de son côté, elle faisait de même. Elle faisait sa vie. Voilà. Et je me rappelle en fait à cette époque, c'était vraiment la vie de débauche plus, plus, plus. C'était vraiment la vie de débauche plus, plus, plus parce que j'avais un petit copain à l'époque qui avait mon âge et à côté de ça, je sortais avec un homme de la 45 ans, voilà, donc j'avais ces deux relations, c'était absolument n'importe quoi, mais j'étais dedans. Et, euh, et c'est là où je pense que ça intervient en fait le fait que de grandir sans père, c'est un désastre parce que avec cet homme de 45 ans, il était très respectueux envers moi. Avec cet homme de 45 ans, je me sentais bien en fait, déjà pour le fait qu'il avait beaucoup de connaissances et qu'il était âgé. Et c'est vrai qu'aussi à côté de ça, il me faisait vraiment beaucoup de cadeaux. Du coup, moi, je trouvais ça bien. Du coup, j'ai commencé à le fréquenter jusqu'à ce que la relation se finisse. Euh, et après ça, les personnes que je sélectionnais en fait pour être avec, c'était toujours des hommes beaucoup plus âgés. Je me disais, en fait, c'est bizarre parce que j'avais l'impression que comme j'ai pas eu de père, en fait, le fait d'être avec des hommes beaucoup plus âgés, en fait, ça me comblait ce côté-là. En fait, c'est très bizarre. Je ne saurais pas comment expliquer ça, mais c'était très bizarre. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que cette copine en question, un jour, elle vient, elle me parle. Elle me parle du fait qu'en fait, des fois, il y a des hommes beaucoup plus âgés, en fait, qui aiment bien être avec des jeunes femmes, qui aiment bien être avec des jeunes femmes, pardon, jeunes femmes, on va y arriver, et les faire des cadeaux, donner de l'argent, des trucs comme ça. Elle me dit qu'elle a rencontré quelqu'un qui fait tout ça pour elle, etc. J'ai dit, ah oui, ah bon? Elle me disait, oui, non, mais être avec des garçons de notre âge et tout, ils sont immatures, ils servent à rien. Voilà, ils sont toujours dans des trucs bizarres et tout ça, machin. Et moi, j'étais d'accord avec elle parce que à l'époque, le garçon avec qui j'étais, bah, c'est vrai qu'il n'était pas très mature et puis le peu d'argent que j'avais, en fait, il me le volait. Voilà, clairement, il me le volait. Donc je dis oui, tant qu'à faire, c'est mieux d'être avec des hommes beaucoup plus âgés. Donc j'ai commencé à être dans le délire et tout avec ma copine, là, je l'ai suivi dans ça. Et entre-temps, elle me fait aussi découvrir le monde de la nuit autrement, c'est-à-dire les clubs de striptease, de go-go dance, dancing, tout ça. Et moi, bah, je me dis, tiens, il faut que je trouve un petit job étudiant, quoi. Donc, je commence aussi à travailler dans ces clubs de nuit en tant que stripteaseuse la nuit, entre, entre 20 ans et 21 ans. Hum, voilà, c'était ça ma vie. Voilà, à cette époque, en fait, ma vie, bon, de toute façon, j'avais prévu, enfin, je voulais pas aller à la fac, voilà, je me disais, bon, plus tard, je verrai ce que je veux faire. De toute façon, ma vie, là, à ce moment, c'était quoi? C'était la journée, je dors, je fume, je mange, le soir, soit je vais travailler dans un club de striptease, je gagne de l'argent. Des fois, la journée, je vais faire des photos, des shootings, je vais gagner de l'argent. Et puis après, à côté, je vais avoir des sugar daddy, et puis qui vont prendre soin de moi. Puis je vais rentrer, fumer, boire, manger, dépenser de l'argent. Enfin, en fait, c'était ça, en fait, ma vie en ce moment-là, entre 20 et 21 ans, une vie totalement de débauche. Voilà. Euh, Entre-temps, j'ai commencé à voyager pour aller en Angleterre. Euh, Parce que j'ai envie de changer d'environnement, j'ai envie de bouger, parce que même avec cette copine-là, c'était très très compliqué. Elle me faisait beaucoup de crises de jalousie, et puis elle faisait beaucoup de trucs très 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 bizarres. Genre, elle essayait de saboter en fait tout ce que je faisais, tout ce que j'avais, des crises de jalousie, elle parlait mal derrière moi.
Plein de trucs comme ça, en fait. Et tout ça, ça me fatiguait. Du coup, je m'éloignais, en fait, d'elle. Et puis, aussi, il faut savoir que ma mère, elle faisait que, quand j'avais contact avec ma mère, elle faisait que me dire, cette fille-là, ne reste pas avec elle, ne reste pas avec elle, ne reste pas avec elle, et tout ça, etc. Euh, mais j'écoutais pas. Et là, en fait, je commençais à la voir très, très bizarre, cette fille. Donc, je m'éloignais d'elle petit à petit. Et elle, en fait, elle le voyait, elle le supportait pas. Donc, elle faisait des histoires, d'histoires, d'histoires. Jusqu'à un jour, je me suis dit, mais en fait, toi, t'es bizarre, en fait. J'ai pris conscience, en fait, que elle était bizarre et que j'ai eu que des histoires, en fait, depuis qu'elle est dans ma vie. Et j'ai perdu toutes mes copines, en fait, toutes mes connaissances, en fait, tous mes bons plans depuis qu'elle est dans ma vie. Du coup, j'ai dit, bah écoute, bah, je vois pas pourquoi, en fait, je vais continuer, en fait, à la considérer comme mon double, comme ma sœur, en fait, puisque voilà, il y avait trop d'histoires. Trop d'histoires et j'aimais pas ça. Donc un jour, cette fille-là, en fait, elle m'envoie un message pour me dire que oui, il y a des choses qu'elle apprécie pas, etc., etc. Et puis qu'on verra dans 10 ans qui va réussir, qui va pas réussir, enfin que des trucs comme ça. Je l'avais pas trop calculé et tout, j'ai dit bon débarras, genre en gros continue ta vie, je continue la mienne. Et comme on avait un appartement en commun du coup sur Lyon, j'étais en Angleterre et un jour, je décide de rentrer en fait très rapidement, je sais pas pourquoi, pour prendre en fait toutes mes affaires, pour prendre toutes mes affaires. Et là, quand je reviens chez moi à Lyon, je rentre dans sa chambre, je vois sur son lit un pictogramme. Tu sais, vous savez les trucs là de sorcellerie là, un pictogramme en fait avec une croix bizarre, avec des encens, des trucs bizarres et mon prénom au milieu. Et c'est là que je prends conscience en fait que cette fille en fait, elle a essayé de faire des trucs de sorcellerie en fait sur mon nom. Elle a essayé de faire de l'occultisme en fait sur mon nom. Et là, je commence à péter un câble, je prends en photo, j'envoie à ma mère, j'envoie à une de mes copines, je dis mais regardez, c'est quoi ça, etc. Ma mère là, choquée, elle dit bah tu vois, je t'ai dit, je ne vais pas rester avec cette fille, regarde ce qu'elle fait, c'est une sorcière, elle essaie de voler ton étoile. Enfin, ma mère, elle était, on a dit ma mère, elle était spirituelle, voilà. Du coup, elle me disait bah vous voyez, tu vois, etc. Bah, et là vraiment, j'ai pris conscience que non, c'était la fin en fait. Je devais me séparer totalement de cette fille. J'ai pris mes affaires, j'ai pris toutes mes affaires, je suis partie, j'ai quitté cet appartement. Donc voilà. Donc j'ai sauté beaucoup d'étapes parce que sinon ça risque d'être long. Donc ce que je fais, c'est que je rentre en fait chez, chez ma mère. Et puis je faisais un peu ma vie, je partais, je revenais. Et puis là, j'ai décidé de partir sur Paris. Donc là, j'arrive sur Paris, je sais même plus comment. Et là, ma vie sur Paris, en fait, devient n'importe quoi. Ma vie sur Paris devient n'importe quoi parce que je rentre dans beaucoup de choses très, 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 très mauvaises. Euh, Ça a commencé que je me suis plus impliquée dans le milieu de la photo. Du coup, j'ai commencé à faire des photos de lingerie, des photos nues, des photos érotiques. Ça allait, tout allait très vite parce que j'étais beaucoup demandée en fait dans ce milieu-là. J'étais très bien payée et puis j'étais bien accueillie en fait lors des séances photos, chambre d'hôtel, champagne. Moi, je trouvais ça bien. J'avais l'impression que ça comblait quelque chose en moi en fait. Moi qui me sentais rejetée, moche. Beaucoup de gens me disaient que dans ce milieu-là, du moins, me disaient que j'étais belle, que j'avais un physique atypique, etc. Du coup, ça me donnait de l'importance et je suis rentrée pleinement dans ce milieu. J'ai commencé à faire des clips très sexy. J'ai commencé à faire des shootings vraiment très 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 sexy, dénudés. En fait, je suis rentrée dans le milieu de la photo érotique et de charme. Et puis, j'ai pris un pseudo en fait sur les réseaux sociaux à l'époque pour pas que ma famille me retrouve quoi. Donc je prends un pseudo, je crée des comptes, Instagram, Facebook, etc. Je commence à publier mes photos. Là, je vois qu'il y a un engouement derrière. Je commence à avoir beaucoup de j'aime, d'abonnés. J'ai encore de plus en plus de demandes par rapport aux photos. En fait, je me sentais bien parce que j'étais en train d'acquérir
une petite notoriété, en fait, dans ça. Et j'aimais bien parce que j'avais besoin de combler quelque chose en moi. Du coup, j'avais l'impression que ça me comblait. Mais il faut savoir que à côté de tout ça, en fait, chaque soir, j'étais très, très malheureuse. J'étais très souvent dépressive. On va dire que quand j'étais en shooting photo, ça allait. Quand je recevais des messages, oui, t'es belle, machin, etc., ou les messages de garçons, ça allait. Et puis quand il n'y avait rien de tout ça, je tombais en dépression. J'étais en dépression, en fait. Et j'ai commencé à rentrer dans les milieux qu'il ne fallait pas que je rentre. J'ai commencé à rencontrer des gens qu'il ne fallait pas que je rencontre. Mauvaise fréquentation. J'ai bah, je vivais en fait une vie de débauche, tout simplement. Je ne pourrais même pas entrer dans les détails, sinon ça serait très très long. Et entre-temps, quand je suis sur Paris, en fait, je me rappelle à l'époque, j'avais un book en ligne. Il y a un homme qui me contacte sur ce book pour me proposer un casting de téléfilm, parce que j'avais écrit sur ce book que j'avais fait du théâtre pendant très longtemps, parce que je suis une passionnée de théâtre et cinéma. Donc, il me contacte, je le rencontre sur Paris, et je ne sais pas ce qui se passe. Cet homme, il m'embrasse. Et finalement, je me suis laissé aller. Je me suis dit, bah, ouais, il me plaisait, donc je me suis laissé aller. Mais vous savez où le vice se trouve dans cette histoire? Le vice se trouve dans cette histoire parce que c'est un plan qui était monté. C'était un plan qui était monté par cette ancienne copine-là pour complètement me détruire. Je suis rentrée, je ne sais même pas par où commencer, digne d'un film d'Hollywood. Je devrais même écrire un livre dessus. En fait, je suis rentrée en relation avec cet homme. Il faut savoir que je ne le connaissais pas sous sa vraie identité. En fait, il m'avait donné un faux prénom, un faux nom, une fausse situation de vie. C'est-à-dire, en fait, il m'a fait rencontrer ses amis proches, il m'a fait rencontrer sa famille, mais en fait, ce n'était pas des vrais amis, ce n'était pas sa vraie famille. En fait, j'étais avec quelqu'un de complètement fake. Ce qui est bizarre, c'est que je me rappelle, il m'avait dit à l'époque qu'il s'appelait Louis, et avec son nom de famille, moi, je l'avais tapé sur Google parce qu'il me disait qu'il travaillait à la télé. Je disais ok, bah, du coup je tape sur Google, je ne le trouvais pas, je disais mais comment ça se fait que tu travailles à la télé que je ne te trouve pas. Il me sortait des histoires du genre ouais non c'est parce qu'en fait on peut écrire à Google pour être off de Google si on n'aime pas ça, etc. Et moi j'ai cru à ça. Du coup j'ai commencé cette relation avec lui, euh, euh, bizarrement. Et en fait, il y avait toujours des raisons en fait très très bizarres en fait. Il faut savoir qu'à cette époque, quand j'ai commencé à fréquenter ce garçon, moi je gagnais très très bien ma vie, pas dignement parce que j'étais dans le milieu de la photo de charme, j'étais dans le striptease, je fréquentais des hommes contre de l'argent. C'est-à-dire que si un homme n'avait pas de l'argent, bah, je sortais pas avec lui. Bon bah voilà, j'étais dans ça. Euh, et lui, c'était juste un copain comme ça à côté, voilà, que j'appréciais petit à petit, à force de le voir. Donc, ça fait que tout l'argent que je gagnais, en fait, il réussissait en fait à me le ponctionner. En fait, c'est-à-dire que la vie que je menais, la double vie que je menais, en fait, enfin, je lui cachais ça. Mais à côté de ça, il savait que j'avais de l'argent. Il me ponctionnait en fait de l'argent. C'est-à-dire, il me volait. C'est-à-dire, j'avais toujours, genre, il me disait par exemple, oui, tous mes comptes sont bloqués, prête-moi de l'argent, je vais te rembourser. Et moi, j'étais là, je prêtais des 4 000 euros, des 5 000 euros. Puis un jour et tout, un jour carrément, en fait, un jour carrément, il m'a dit, non, un jour carrément, c'est sa cousine en fait qui m'a contacté, sa vraie cousine qui m'a contacté pour le coup, pour me dire qu'il était en prison parce qu'il a eu un problème avec les impôts, tout ça, qu'il fallait absolument 12 000 euros pour son avocat, sinon son avocat ne bouge pas et que quand il sort, ses comptes sont débloqués, il va me rembourser. Du coup, moi, je suis là, j'ai donné 12 000 euros, enfin, que des trucs comme ça en fait, que des trucs comme ça. Et je me rappelle, à l'époque, en fait, genre, j'ai trouvé ça bizarre parce que je lui disais, mais est-ce qu'on peut venir te rendre visite en prison, tout ça et tout. Il me disait, non, comme on n'est pas mariés, ils n'acceptent pas que quelqu'un hors de la famille vienne me voir en prison. Et puis moi, j'ai appelé en fait le commissariat qui, soi-disant qu'il avait attrapé, mais le commissariat me disait que non, on ne connaît personne de ce nom. Du coup, je trouvais ça bizarre et tout. Enfin, mais en fait, j'étais trop naïve, je croyais à tout ce qu'il disait. En fait, il faisait que de me voler de l'argent, que de me mentir. En fait,
En gros, en fait, il était pas du tout en prison. Il était je ne sais où là avec sa femme qui était en train d'accoucher parce qu'en fait, il me mentait qu'il y avait que moi, mais en fait, à côté, il avait une femme et des enfants carrément. Donc, bon, plein de trucs comme ça, plein de trucs comme ça. Et un jour, en fait, je trouve ça bizarre. Un jour, il revient, il est sorti de prison apparemment. Il revient et il me dit que oui, il y a un truc de très grave qu'il doit me dire et tout ça. Il m'a dit, et là, il me dit, est-ce que tu connais telle? C'est-à-dire, il cite le prénom de cette copine-là. Et moi, j'ai un choc. Je dis, mais comment tu la connais? Je t'ai jamais parlé d'elle. Elle me dit, non, mais parce que il est tombé sur un groupe de Yougoslaves qui a ma pièce d'identité. J'étais choquée, qui a ma pièce d'identité et que cette pièce d'identité, en fait, avait été fournie par cette copine-là en disant qu'elle s'appelle comme moi et elle leur doit de l'argent, donc ils sont en train de la chercher et ils sont venus sur ton Facebook, ils ont vu que vous étiez pas, que c'était pas la même personne, donc ils la cherchent elle. En fait, il m'a raconté une histoire très 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 bizarre. Après, je dis, du coup, je fais comment? Il me dit, t'inquiète pas, j'ai réglé la situation. Je fais, ok. Mais moi, je trouvais ça très bizarre, cette histoire, quand même. Je trouvais ça quand même très bizarre. Mais malgré ça, quand même, j'ai fini par y croire, naïvement. En fait, il m'a raconté trop, 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 trop de trucs. Et puis, plus je réfléchissais, plus je me disais, c'est bizarre. Et en fait, vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert, en fait, que c'était juste un traquenard, en fait. Cet homme avait été envoyé par ma copine, en fait, juste pour détruire ma vie, en fait. Voilà. Ils avaient montré tout un stratagème, en fait, pour me voler. Parce qu'à la fin de cette relation, ce garçon, il m'a cambriolé, il a volé toutes mes affaires. Je me rappelle, j'étais rentrée chez ma mère, en fait, avec rien du tout. Même pas avec une culotte, ils m'ont tout volé. Ils m'ont tout, 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 tout volé. J'étais détruite. C'est une relation qui m'a extrêmement détruite. Ça m'a détruite. J'avais perdu énormément d'argent. J'avais perdu toutes mes affaires. J'avais plus rien. Mon compte en banque était vidé. En fait, c'était un stratagème qu'elle avait monté avec cet homme, tout simplement, pour, pour me détruire, en fait. Et ça avait marché à cette époque parce que j'étais détruite quand je suis rentrée chez ma mère. Je crois que j'avais peut-être 23, 24 ans. J'étais brisée en mille morceaux. Je n'osais même pas raconter tout ce qui s'est passé, mais je sais juste que ma mère, elle m'a ouvert la maison, elle m'a dit ta chambre est toujours là. Et je suis allée dans ma chambre, je pleurais, je pleurais, je pleurais, et puis voilà.